Alors, dans cette vidéo, nous allons trouver l'équivalent de la somme suivante en utilisant une somme de Riemann. J'avais déjà fait une vidéo où je montrais un équivalent d'une fonction quasiment similaire, mais non pas en utilisant une somme de Riemann, mais une comparaison série intégrale. Je te mettrai le lien dans la description vers cette première vidéo. Donc c'est pour ça qu'ici on ne va pas réutiliser la même méthode, mais on va voir comment faire en utilisant une somme de Riemann. Alors déjà, on rappelle ce que c'est une somme de Riemann, c'est quand on a une fonction f continue sur un intervalle AB, à ce moment-là, on peut dire que la limite quand n tend à plus l'infini, de b moins a sur n fois la somme de 1 à n de f de a plus k fois b moins a sur n, qui est égale à l'intégrale de a à b de f de t dt. Bon. Alors, une fois qu'on a ça, on peut se dire quel est le lien entre ça et ça. C'est que déjà, on voit qu'on a ici une somme, et ici, on a aussi une somme. Donc le lien, il est là. Et que comme moi, je cherche un équivalent, donc je vais chercher à faire une limite, hein, une sorte de limite, et donc nécessairement, je vais devoir avoir la limite qui est ici. Par contre, j'ai pas d'intégrale, mais justement, le fait que on ait ici une somme de Riemann va nous permettre de transformer ça en une intégrale, et justement, cette intégrale va nous donner l'équivalent. Alors ici, l'idée, c'est que déjà, je vois que ma somme va de 1 à n, alors qu'ici, j'ai une somme de n plus 1 à 2n. Donc il va falloir déjà faire un changement de variable, en posant par exemple j qui est égal, alors quand, là ici je veux partir de 1, donc il faut que je fasse moins n, donc soit je fais k plus n, soit k moins n, sauf que si je fais k moins n, et ben je vois que quand k vaut n plus 1, ça fera n plus 1 moins n, ça fait bien n, ça fait bien 1, donc du coup a priori ça c'est le bon changement de variable, parce que si je fais k plus n, ça va pas marcher. Donc cette fois-ci, que vaut mon Sn? Et bien ça va être la somme. Donc ici, je vois que quand k est égal à n plus 1, j'ai j qui vaut n plus 1 moins n, c'est-à-dire j est égal à 1. Et quand le k est égal à 2n, 2n moins n ça fait n, donc ça me donne ici n. Donc là c'est bien parti, parce que j'ai une somme de 1 à n comme ici. Et donc là ici je remplace le k, alors attention k c'est j plus n, donc ça fait racine de j plus n, ou je vais plutôt l'écrire n plus j, parce que pour la suite on va voir que ça correspond un petit peu plus. Alors maintenant que j'ai ça, il va falloir que je transforme un petit peu plus. Donc là, je vais juste réécrire ça en dessous, comme ça on aura la place. Donc c'était égal à l'intégrale de a à b de f de t dt. Ça on l'utilisera après. Là, je vois que moi, il faut que j'ai une somme de f de a plus k fois b moins a sur n. Alors le k ici, c'est j. Hein. Donc du coup, ici, il faudrait bien penser que le k, c'est j. Et donc, comment je fais pour transformer ça en ça? En fait, ce qu'il faut penser, c'est que ça, c'est la formule générale, mais en réalité, très souvent, on utilise cette formule avec le petit a qui vaut 0 et le petit b qui est égal à 1. Alors, qu'est-ce que devient ma formule si je remplace le a par 0 et le b par 1? b-1, ça vaut 1 sur n, donc ça fait la limite de 1 sur n, fois la somme de f de a qui vaut 0, le k ici, donc c'est le j, donc on pourra remplacer k par j éventuellement, et donc ça fait j fois b-a qui vaut encore 1 sur n. Et donc je vois que ça fait la somme, donc de j égale 1 à n, parce que ici j'ai dit que je remplaçais le k par j, et donc ça fait la somme de f de j sur n. Et donc c'est ça plutôt qu'il faut retenir, parce que ça c'est la formule générale, mais ici c'est beaucoup mieux de retenir cette formule, avec donc le cas particulier quand a vaut 0 et b vaut 1, parce que très souvent c'est beaucoup plus simple de faire apparaître ça que de faire apparaître cette formule un petit peu horrible. Et donc là je vois que je veux faire apparaître du j sur n. Pour faire apparaître du j sur n, bah là j'y suis presque, mais là j'ai juste j, j'ai pas sur n, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser par n à l'intérieur de la racine. Donc je fais factoriser par j sur n, et on va voir ce que ça va donner. Donc par n, pardon, et on va voir ce que ça va donner. Donc j'ai la somme de j égale 1 à n, donc là je factorise par n, donc ça me fait n facteur de 1 plus j sur n, avec tout ça dans la racine, hein. Si je développe j'ai bien n plus j. Et là, donc j'ai bien mon j sur n, par contre j'ai un racine de n qui ne m'intéresse pas, donc je vais le sortir. Enfin, je vais séparer ma racine en deux et le sortir devant. Donc ça fait 1 sur racine de n fois la somme de j égale 1 à n de 1 sur racine de 1 plus j sur n. Donc là c'est parfait parce que j'ai bien ici du f de j sur n, parce que si je pose f de x est égal à 1 sur racine de 1 plus x, et bien que vaut f de j sur n? Ça vaut 1 sur racine de 1 plus j sur n, c'est parfait, c'est exactement ce que j'ai là. Par contre, si tu reviens un peu en arrière sur la vidéo, tu te souviendras que là j'avais b-a sur n, c'est-à-dire du 1 sur n, mais là j'ai pas du 1 sur n, j'ai du 1 sur racine de n. Donc il faut d'abord retransformer un tout petit peu ça,
pour avoir du 1 sur n, non pas 1 sur racine de n. Pour avoir du n en dessous, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier en bas par racine de n, comme ça là ça me fera bien n, mais pour compenser, nécessairement je dois multiplier par racine de n. Parce que comme ça fait comme si je multipliais par 1, ce qui ne change rien. Et donc je vais réécrire ça en disant que c'est racine de n, donc lui qui est celui qui était là juste pour compenser. Ensuite en dessous j'aurai du racine de n au carré, c'est-à-dire du n, donc du 1 sur n. Donc lui par contre va m'intéresser, donc je vais le mettre là. Fois la somme de j égale 1 à n. Et donc là je vais mettre f de j sur n avec f de x qui est égal à 1 sur racine de 1 plus x. Hop. Donc f de x qui est 1 sur racine de 1 plus x, puisque là, ici, si je pose ça, à ce moment-là, j'ai bien ça. Alors ce f, par contre, je le définis sur quel intervalle? Ce f, je vais le définir sur 0, 1, puisqu'on a vu que f doit être continu sur AB, et le petit a, on a dit qu'on prenait 0, et le b, on a dit qu'on prenait 1. Donc finalement, si je le réécris proprement ici, j'ai finalement, hop, donc f défini sur 0,1, donc pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1, j'ai f de x qui est égal à 1 sur racine de 1 plus x. Bon. Et f est bien continu sur l'intervalle 0,1, parce que là je vois que le 1 plus x doit être positif, c'est-à-dire x doit être supérieur strictement à moins 1, ce qui est le cas parce que je suis sur 0,1, et donc clairement pour x appartenant à 0,1, là je suis compris entre 1 et 2, et donc 1 sur racine de quelque chose compris entre 1 et 2, c'est bien continu. Donc l'hypothèse est vérifiée, donc je peux appliquer ma formule, puisque ici on a vu que c'était exactement la formule qu'on avait de tout à l'heure. Donc quand on remplace le b par 0 et le a par 0 et le b par 1, je vais juste réécrire ici qu'est-ce que ça donne si on remplace le a par 0 et le b par 1. Ça me donne la limite de 1 sur n fois la somme de j égale 1 à n de f de j sur n, qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. Donc avec la limite quand n tend vers plus l'infini. Ça, c'est ce que j'obtiens si je remplace le a par 0 et le b par 1, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Alors là, c'est ce que j'ai, mais alors attention, c'est uniquement cette partie-là qui tend vers donc la limite. Donc le racine de n, il ne faut pas oublier que lui, par contre, il reste racine de n. Donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tendre le n vers plus l'infini pour trouver la limite de ça. Et donc la limite de ça, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. C'est-à-dire que c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine de 1 plus t dt. Et donc là, il va falloir que je calcule avec la primitive. Quelle est la primitive de 1 sur racine de u, puisque ici c'est 1 plus t, c'est u. Alors en fait, c'est u' sur racine de u, puisque ici, c'est pas t, c'est 1 plus t. Sauf que u' c'est 1, puisque la dérivée de 1 plus t, c'est 1. Et je sais que la primitive de u' sur racine de u, c'est 2 racines de u. Donc ça fait 2 racines de 1 plus t entre 0 et 1. Si je remplace le t par 1, ça me fait racine de 2, donc ça fait 2 racines de 2. Si je remplace t par 0, ça fait racine de 1, ça fait 1, donc ça fait 2 fois 1, 2, donc ça fait 2 racines de 2, moins 2. J'en déduis donc que mon Sn, parce que là, il ne faut pas oublier que ça c'était Sn, donc j'ai Sn, ici, si je récapitule, qui est égal à racine de n fois quelque chose qui tend vers 2 racines de 2 moins 2, et fois racine de n. Donc, du coup, je peux en déduire, je pourrais faire Sn divisé par 2 racines de n, 2 racines de 2 moins 2 fois racine de n, donc c'est ce que je vais faire, pour le justifier proprement. Hop. Donc là, finalement, je viens de montrer que ça, la limite de ça, c'est 2 racines de 2 moins 2. Donc si je fais Sn divisé par racine de n facteur de 2 racines de 2 moins 2, donc ça me donne Sn sur racine de n, donc ça passe en dessous, et donc j'aurai la somme divisée par 2 racines de 2 moins 2. Donc là, 1 sur n fois la somme des f de j sur n, donc de 1 à n, le tout divisé par 2 racines de 2 moins 2, mais comme ça tend vers 2 racines de 2 moins 2, la limite de l'1 sur 2 racines de 2 moins 2, ça tend vers 1. Donc ça tend vers 1 quand le n tend vers plus l'infini. Mais si Sn sur quelque chose tend vers 1, ça veut dire que Sn est équivalent à ce quelque chose. Et donc j'en déduis finalement que Sn est équivalent à ce par quoi j'ai divisé, c'est-à-dire racine de n facteur de 2 racines de 2 moins 2. Et donc Sn est équivalent, bien sûr,
quand n tend vers plus l'infini. Donc voilà, l'équivalent que je cherchais, c'était racine de n, facteur de 2 racine de 2, moins 2. Et au passage, hein, c'est cohérent puisqu'on sait que 1 sur racine de k est une série divergente puisque c'est k puissance 1,5, avec 1,5 qui diverge d'après les séries de Riemann, puisque c'est plus petit que 1. Donc normalement, cette somme tend vers plus l'infini, et en effet, là, je vois que ça, si je fais la limite, ça fait bien plus l'infini. Donc ça veut dire que mon Sn tend bien vers plus l'infini, ce qui est logique, hein, du coup ça correspond. Donc comme on le voit ici, toute la difficulté c'est de faire apparaître cette formule-là, parce qu'une fois qu'on a fait apparaître cette formule-là, la suite c'est que du calcul plutôt simple. Il faut vraiment arriver à trouver le lien entre les deux. Donc on a vu qu'il faut d'abord faire un changement de variable. Ensuite, il faut bien penser que les sommes de Riemann c'est quasiment tout le temps avec le petit a qui vaut 0 et le petit b qui vaut 1. Ici encore une fois, ça n'a pas échappé à la règle. Hein, donc 99% du temps, les sommes de Riemann, c'est avec a égale 0 et b égale 1, ce qui simplifie fortement l'expression. Et du coup, on a juste du f de k sur n, et ici, du coup, c'était très simple de trouver que f de x était égal à ça. C'est ça le plus compliqué, c'est trouver que vaut f de x. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.